Comment éviter les excès et les dangers des réveillons de fin d'année? Saviez-vous que la France va lancer une chaîne dédiée 100% à l'e-sport? Ces sujets-là et bien d'autres encore, comme la réforme de l'assurance chômage ou le tirage au sort de la Coupe du monde de football, seront bientôt dans l'actualité avec notre invité Patrick Poivre d'Arvor et nous, journalistes, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Patrick. Bonjour Fred, bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci de nous suivre en direct sur Figaro Live. N'hésitez pas à poser vos questions à Patrick Poivre d'Arvor, notre invité aujourd'hui. Il vous répondra en direct pendant l'émission. Et peut-être que l'un d'entre vous aura la chance de lui poser une question en direct par téléphone au milieu de cette émission. Patrick, on est très heureux de vous accueillir. Alors je rappelle, on vous écoute tous les soirs sur Radio Classique dans l'invité culture de 19h à 20h. On vous retrouve à la télévision sur CNews dans Vive les livres les vendredis de 18 à 18h, sur France 5 dans la collection Une maison, un artiste. On n'oublie pas également les livres. Vous êtes écrivain, Patrick, évidemment. Donc il y a des livres qui sont parus tout dernièrement, ces derniers jours au mois de novembre. Écrivain maudit d'abord, édité chez Philippe Ray, dont on voit la couverture à l'image, et également le beau livre Héros des mers, écrit avec votre frère Olivier Poivre d'Arvor, édité aux éditions Place des Victoires. On en voit aussi la couverture. Très beau. Vous serez aussi le maître de cérémonie et le conteur d'un événement exceptionnel, musique et chœur de l'armée française avec la garde républicaine, la Légion d'honneur, le bagad de Landbiway. La Légion étrangère. La Légion étrangère. Bon, enfin, c'est de l'honneur quand même. C'est de l'honneur, la Légion étrangère. Le bagad de Landbiway. Et oui, c'est la seule formation de musique traditionnelle bretonne par la Marine nationale. C'est ça. En tout, 150 musiciens et choristes réunis sur la scène du Palais des Congrès, Patrick, samedi 27 janvier 2018 à Paris. Avant une tournée dans toute la France, cette fresque historique donc commémore le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et pour tous ceux qui veulent écouter d'ores et déjà les musiques qui seront présentes lors de cet événement exceptionnel, il y a un CD qui est sorti chez Universal qui est disponible. Ce sont les différentes formations de l'armée qui chantent aussi bien les grandes marches militaires que des airs d'opéra immortels ou d'inoubliables thèmes du cinéma. Et bien pour nous donner justement une idée de ces musiques jouées pendant le spectacle, je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait. Vous êtes-vous retrouvé sur un tel événement, Patrick? Eh ben, un jour, parce que je leur avais donné un coup de main au moment où, pour la Saint-Patrick, on avait réuni justement des formations comme le bagad de Landbiway et comme un certain nombre de celtiques majeurs. Et j'avais été impressionné par l'accueil du public. Le public adorait se retrouver à la fois dans ses chœurs et dans ses instruments. Et puis, j'ai écrit un opéra, enfin le livret d'un opéra qui s'appelle Un amour en guerre, qui a été donné en 2014 à Metz, qui sera, je l'espère, redonné pour le 11 novembre 2018, pour le centenaire donc, de l'armistice. Et j'ai été tellement impressionné par le sacrifice de tous nos ancêtres que je me suis dit, il faut vraiment les aider. Et quand on m'a fait cette proposition, justement, pour les 100 ans, je me suis dit, on y va. Et là, j'ai à la fois rencontré la garde républicaine. Bon, ça, c'est un orchestre très, très connu dans Paris, je les connais bien. Les chœurs de l'armée française,
dirigé par Ortillac, c'est des très très grands chœurs, le Bagad que je connaissais et la Légion étrangère que je connaissais un peu moins. Et là, du coup, il y a une explosion de sons, de personnes, vous l'avez dit, 150 qui se retrouvent. C'est impressionnant, et je alors, peux vous dire. Au Palais des Congrès, ça envoie. Qu'est-ce qui en fait que c'est un show exceptionnel? Parce que, d'abord, c'est une façon d'honorer notre pays, voilà, de ne pas avoir honte, de dire on est content, on est heureux, on met la main sur le cœur, ces gens nous servent, ils sont sur des théâtres d'opération à l'étranger, difficiles, très souvent. La garde républicaine, on la connaît pour d'autres circonstances aussi, bien sûr. Elle accompagne le président de la République partout, mais elle a surtout un orchestre qui est vraiment formidable. Et donc, c'est une communion de l'armée et de son pays par la musique. Et comme vous le savez, la musique adoucit les mœurs, donc ça aide. Oui. Justement, parmi les musiques, on pourra entendre Amazing Grace, dont on a entendu un extrait là. Non, je ne regrette rien, ou encore le chant des partisans. Vous avez participé au choix des musiques? Ah non, pas du tout. Non, ça a été, vous savez comment ça s'est fait? Ça a été fait par eux. Oui. Ils ont chacun leur tube. La Légion étrangère, ils nous ont mis le boudin, là, parce que ça, pour eux, c'est important. Mais il faut voir ce qu'a été le sacrifice aussi de la Légion étrangère à Cameroun et dans d'autres endroits. Ce sont des gens, là j'ai été très heureux d'apprendre que votre directeur délégué, là, Jean-René Van der Plasten, a reçu le prix interallié cette semaine. Et il a écrit un livre qui s'appelle La nostalgie de l'honneur. Eh bien c'est beau. Là, il y a un peu de ça dans ce très beau spectacle. Patrick, on reviendra évidemment tout à l'heure en détail sur votre actualité, vous en parlez très très bien. Mais voici tout de suite le sommaire de cette émission. Nous serons avec Marc Landré, rédacteur en chef responsable du service Éco-France au Figaro, qui nous livrera son expertise sur la réforme du chômage, de l'assurance chômage. On sera avec vous tout à l'heure, dans quelques minutes, Marc. Et là, je vous propose que l'on démarre cette émission avec Chloé Vautier, journaliste au service média du Figaro. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, gros événement à venir pour les amateurs de jeux vidéo la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, le 1er décembre, pardon. Une nouvelle chaîne de télévision va faire son apparition sur les box Internet. Elle s'appelle ES1. Non, IS1. On prononce en français ES1. Cette chaîne s'intéresse exclusivement aux loisirs prisés par les jeunes, c'est-à-dire l'e-sport, la compétition de jeux vidéo. Mais c'est une première, ça, cette chaîne? Alors, ce n'est pas la première fois qu'on va voir de l'e-sport à la télévision en France. C'est la chaîne L'Équipe qui avait ouvert le bal il y a 2 ans maintenant à peu près, en lançant une émission hebdomadaire autour d'une compétition de jeux de football. Mais jeux vidéo et pas football sport. Ça a suivi ensuite par d'autres émissions qui existent toujours, chez Canal+, chez beIN Sport, chez SFR Sport, également sur AB. Mais là, on passe au stade supérieur parce que là, c'est une chaîne entière, 24/24, sur ce loisir. Et est-ce que cette chaîne est la dernière chaîne? Comment ça va fonctionner exactement? Alors, derrière cette chaîne, d'abord, on va pouvoir la trouver sur Orange. Elle va se lancer d'abord sur Orange, mais ensuite chez Bouygues Télécom à partir de janvier. Et pour les autres opérateurs, les discussions sont en cours. Donc, et qui est derrière justement ce lancement de chaîne alors, qui est derrière? C'est le groupe Webedia, donc un groupe média en ligne que vous connaissez certainement parce qu'il possède Allociné, le fameux Allociné. Ils détiennent également jeuxvideo.com. Et Webedia, ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est qu'ils sont extrêmement présents dans l'écosystème du e-sport en France. Alors, sur plusieurs niveaux. Déjà, ils ont un site spécialisé qui suit toute l'actualité du secteur. Mais ils détiennent également un organisateur de tournois qui s'appelle Oxent et qui fait par exemple tous les ans lors de la Paris Games Week tout un week-end de tournois d'e-sport. D'accord. Ils gèrent également l'image et les contrats de plusieurs joueurs français. Ils accompagnent le PSG dans l'e-sport, parce que le PSG s'est aussi lancé dans ce domaine l'an passé en créant une équipe. Et ils ont aussi acquis une société de production spécialisée dans le jeu vidéo et l'e-sport, et c'est cette société qui est derrière ES1. Alors quand on secoue le shaker, on y trouve quoi sur cette chaîne? Alors sur cette chaîne, ça va être beaucoup de magazines. Donc ça va être des magazines soit hebdomadaires, mensuels, quotidiens, ça dépendra. Sur les différents jeux qui font l'actualité de l'e-sport, parce que bon, on connaît, ceux qui s'intéressent un peu au milieu connaissent League of Legends, mais il y a aussi plein de jeux différents. Vous pouvez avoir des jeux de stratégie comme StarCraft, de jeux de tir, Overwatch, Marc, le jeu mobile. On a déjà abandonné Marc. Le jeu mobile peut-être. Non mais c'est bien Marc, chacun sa spécialité.
Chloé le sait, moi j'y comprends rien, c'est du charabia pour moi. Clash Royale, peut-être. Non, même pas. Bon, jeu mobile. Monopoly, non. Alors, je crois que Patrick est perdu. Patrick est perdu aussi ou pas? Je suis comme Marc, moi. Parce que moi, j'avais cru comprendre que le football, ça se joue avec les pieds. Hein. On est comme ça. On est avec les pieds. Ça s'appelle les grandes balles. Ça, il faut suivre. Donc, magazine sur les jeux. Vous aurez aussi des magazines sur tout ce qui est matériel informatique. Parce que quand on joue aux jeux d'e-sport, il faut avoir un bon ordinateur, il faut avoir le bon matos. Évidemment. Donc, il y aura une émission là-dessus. Mais aussi, ils vont également inviter très régulièrement des joueurs professionnels français pour apprendre à les connaître, pour qu'ils puissent un peu parler d'eux, de leur goût, etc. Et il y aura également des documentaires. Et le premier sera sur la place des femmes dans le milieu de l'e-sport. Bonne idée, bonne initiative. Est-ce qu'il y aura des retransmissions de compétition? Alors, oui et non. Parce que c'est quand même ce qui attire c'est le cœur du sujet, effectivement, les compétitions. Mais ES1 a décidé de ne pas se lancer dans la bataille des droits pour les grandes compétitions internationales, car ça coûte extrêmement cher. Ça se chiffre, c'est du 5 ou 6 chiffres à peu près pour obtenir les droits de retransmission. Ça, vous connaissez bien les chiffres, Marc. Oui, puis on en parlera dans un instant. Compte les zéros. Ça fait combien? Donc ça coûte extrêmement cher, donc ça ils ont décidé de ne pas se lancer dedans, mais par contre ils proposeront des récaps des grandes compétitions du week-end pour ceux qui n'ont pas le temps de le suivre, parce que c'est des compétitions qui se jouent sur un week-end entier. Donc il y a déjà ça, mais par contre ils vont nouer des partenariats avec les tournois français, comme par exemple à Tours tous les ans il y a un événement qui s'appelle la DreamHack, donc ça ils vont suivre. Il y aura peut-être aussi un autre événement à Rennes qui s'appelle le Stunfest. Qui pareil, c'est sur tout un week-end, beaucoup de compétitions de jeux. Vous irez y jeter un œil, Patrick, peut-être? Peut-être un petit œil comme ça, juste pour voir. Petit œil. Parce que ES1 veut avant tout être une chaîne française tournée vers l'écosystème français et mettre en avant les acteurs français de l'e-sport. Alors on l'a bien compris, c'est le groupe Webedia qui est derrière, mais est-ce qu'il y a la place pour ce type de chaîne? Est-ce que ce pari peut se transformer? Alors c'est clairement un pari, parce que le public de l'e-sport, c'est un public qui a l'habitude de tout regarder sur Internet, sur des plateformes spécialisées comme Twitch, donc qui est un peu le YouTube de l'e-sport. Ces fans-là ont l'habitude de passer leur soirée ou leur week-end à regarder ces compétitions en faisant autre chose à côté. Et surtout, c'est des plateformes qui permettent de discuter en même temps avec des chats avec les personnes qui regardent. Donc il y a un côté extrêmement interactif. Alors, est-ce que ces personnes-là vont avoir envie d'allumer leur télévision, sachant que c'est un public plutôt jeune qui n'allume plus leur télé depuis fort longtemps. Donc ça, c'est tout le pari. Mais en même temps, ES1 veut aussi attirer un public qui connaît un peu l'e-sport, qui a entendu parler, qui se dit qu'est-ce qui se passe, regardez quand même, donc en essayant d'être assez accessible. Donc ça va vraiment être le pari. Alors, est-ce que ça va marcher? On verra bien. À voir. Rendez-vous dans quelques mois pour les 1er septembre, voilà, 1er septembre, 1er décembre. Pour voir si les audiences sont vendredi prochain, évidemment. C'est bien la semaine prochaine. La semaine prochaine, mécaniquement, c'est ça. Merci beaucoup, Chloé. Patrick Poivre d'Arvor, on a bien compris que l'univers de l'e-sport, ça ne vous intéresse pas tellement. Est-ce qu'il y a d'autres univers, qui vous indiffèrent? Oui, le football, c'est pas l'e-sport. Donc, le football, ça avait de l'importance. Non, mais j'aime bien les expériences. Ça m'intéresse de voir, en effet, dans 3 mois, si ça marche, ou dans un an, si le modèle économique est jouable. Mais il y a des sujets, en tant que journaliste, des sujets d'actualité qui vous indiffèrent? Oui, quelques-uns, oui. Mais pas tant que ça. En fait, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Je suis vraiment passionné par tout. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça marchait, le journal, parce que je crois que si on n'est pas convaincu, on n'est pas très convaincant. Et je m'intéresse à bien des sujets. Puis le simple fait qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, je trouve, mérite qu'on s'y intéresse. Et Chloé l'explique très bien. Parce que ça je reconnais. Là, exactement. Elle nous a fait un cours pour les nuls, là, très très dur. Voilà, moi j'avais demandé ça pour moi, parce que franchement, là, je suis très très nul. Pas comme Marc Landais, mais très nul. Alors, merci Chloé, en tout cas, c'était super, très didactique. On retrouve vos papiers dans le Figaro et sur lefigaro.fr très régulièrement. Merci et à très bientôt, Chloé. Nous sommes toujours en direct sur lefigaro.fr, Figaro Live. Merci de nous suivre en direct. N'hésitez pas à poser vos questions à Patrick Poivre d'Arvor, notre invité aujourd'hui. Il vous répondra pendant l'émission et peut-être que l'un d'entre vous aura la chance de lui parler en direct par téléphone. Charlotte, maintenant parlons un petit peu d'économie et de la réforme du chômage avec notre spécialiste de l'économie, de l'assurance chômage.
Et c'est notre spécialiste. C'est moi qui lui ai écrit, il n'est pas capable de lire. Le grand fan de Chèche est parmi nous aujourd'hui. Et mes chaussures. Et de chaussures de couleur. Marc Landré. Oui, bonjour Marc, vous devez avoir d'ailleurs un sacré dressing de Chèche parce que chaque fois vous 14, parce que vous venez chaque fois avec un chef différent. Bon. Et l'œil. Tout à fait. Bon, allez, revenons à l'essentiel, Marc. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef responsable du service Éco-France au Figaro. Vous allez nous parler aujourd'hui de la future réforme de l'assurance chômage. L'actu, c'est que le gouvernement va réunir la semaine prochaine, probablement autour du Premier ministre à Matignon, l'ensemble des partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats et le patronat, pour le coup d'envoi officiel des discussions de remise à plat du régime d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Emmanuel Macron a promis pendant sa campagne de rendre l'assurance chômage universelle. Ça veut dire quoi ? Alors, universelle, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'assurance chômage n'est ouverte qu'aux salariés, aux 17 millions de salariés. Mais les salariés, notamment ceux qui sont licenciés. Vous êtes indépendant, vous êtes commerçant, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes personnel d'une plateforme type Uber ou type Deliveroo, vous n'avez pas droit à l'assurance chômage si du jour au lendemain, votre contrat s'arrête. Vous êtes également démissionnaire, sauf dans quelques cas sur lesquels on reviendra juste après, vous n'avez pas le droit à l'assurance chômage. Donc, une assurance chômage universelle dans l'esprit du président de la République, c'est permettre à tous ceux qui n'y ont pas droit aujourd'hui, le jour venu, d'avoir une indemnisation chômage si jamais ils en ont besoin. Donc c'est surtout, et pourquoi il dit ça, le président de la République ? Tout simplement parce qu'il part du principe qu'on a créé en 2008 une chose qui s'appelle la rupture conventionnelle. C'est un mot barbare qui explique qu'en vérité c'est une manière de séparation, c'est une séparation à l'amiable entre un employeur et son salarié. C'est un succès fou. Oui. Il y en a 415 000 cette année en France, on a dépassé les 2,5 millions depuis 2008 et surtout la spécificité de cette rupture conventionnelle, c'est que ça donne droit à l'assurance chômage. Et donc comme le président de la République considère que la rupture conventionnelle est une démission déguisée, en vérité ce sont des démissions, eh ben, il faut ouvrir l'assurance chômage aux démissions et c'est ce qu'il a demandé aux partenaires sociaux et surtout au gouvernement de mettre en œuvre. Justement, vous parlez des démissionnaires à l'instant, Marc. Alors, quelles sont les pistes du gouvernement pour ouvrir l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants alors ? Alors, il y en a 3. Et le problème, c'est que ça existe déjà. Ça, c'est la petite nuance entre la promesse du président de la République et la réalité. C'est qu'aujourd'hui, il existe 14 cas spécifiques de démission qu'on dit légitimes qui ouvrent droit à l'assurance chômage. Votre conjoint est muté, vous êtes obligé de démissionner de votre poste pour le suivre, vous avez droit à l'assurance chômage. Donc il y a 14 cas comme ça, plus une. C'est que si vous êtes démissionnaire, vous avez le droit au bout de 4 mois de demander d'être affilié à l'assurance chômage, de toucher l'indemnisation via une commission qui, dans 80% des cas, vous l'accorde. Donc en vérité, on voit que le droit que veut offrir le président de la République aux démissionnaires, il existe déjà en grande largeur. Mais donc qu'est-ce qui va se passer ? En vérité, ça va être une adaptation, probablement une petite adaptation de l'existant. Là où il existe 14 cas, on va en créer un 15e, voire un 16e, uniquement pour permettre d'aller sur la crête au-dessus de ce qui existe déjà. Donc il y a cette possibilité-là. La deuxième possibilité, c'est d'offrir une assurance chômage volontaire. Ça veut dire qu'on va dire aux indépendants, on va dire aux démissionnaires, vous avez la possibilité, si vous cotisez un petit peu en plus, de pouvoir avoir une allocation, mais sur des bases qui sont différentes de celles d'aujourd'hui, avec une durée de carence qui va être un délai de carence qui va être un petit peu plus long, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir droit à l'assurance chômage au bout de disons 15 jours, 3 semaines, 1 mois, comme dans un cas de salarié classique, vous aurez droit au bout de 6 mois, voire 1 an. C'est pour limiter l'afflux. Ça peut être aussi lié à un projet. C'est-à-dire que plutôt que de le faire automatiquement, il vous faut un projet pour pouvoir y avoir droit. Ou alors, ça va être, plutôt que de le faire une fois tous les 3 ans, vous avez le droit de le prendre, d'accéder à ce droit une fois tous les 7 ans. Donc, on peut réduire au maximum les capacités d'entrer dans le système pour en limiter le coût. Et troisième possibilité pour les démissionnaires, c'est de rendre simplement la chose expérimentale. Il y a certaines régions ou certains départements qui ont dit « moi, sur mon petit territoire, ça m'intéresse, laissez-moi la possibilité de l'expérimenter et en fonction des résultats, on verra si on peut l'étendre au niveau national ». Ça, c'est pour les démissionnaires. Pour les indépendants, c'est à peu près la même chose. La possibilité, l'une des pistes, c'est de créer un système universel pour tous les indépendants, à savoir les artisans, les commerçants, les professions libérales, qui, entre parenthèses, ne veulent pas de cette... Parce qu'il y a un peu de tout quand même dans les indépendants. Exactement. Il y a des gens et surtout ceux qui sont les indépendants traditionnels, historiques, que sont les artisans, les commerçants, ils n'en veulent pas. Parce que pourquoi ? Pour financer, il faut une cotisation. Sauf qu'ils veulent gérer eux-mêmes leurs risques par rapport au chômage. En vérité, ce droit, dans l'esprit du président de la République, c'est pour tous ceux qui vont cumuler différents types de statuts dans leur vie, et notamment les membres de plateformes, à savoir les auto-entrepreneurs qui vont travailler un jour pour Uber, le lendemain pour Deliveroo et autres, ou alors pour ces auto-entrepreneurs qui sont dépendants économiquement d'un donneur d'ordre, à savoir par exemple quelqu'un qui va travailler pour un artisan et exclusivement pour lui. Si demain son contrat s'arrête, il n'a rien, il n'a pas de garantie ou de couverture. Donc là l'idée c'est
une assurance universelle à minima pour tout le monde, que l'on pourrait compléter par une assurance volontaire pour permettre justement à ces indépendants de y avoir droit le jour venu. Alors Marc, quand est-ce que cette réforme va-t-elle voir le jour et combien ça va coûter surtout? C'est les deux, je dirais, les deux mamelles ou les deux problèmes de cette réforme. Quand? Première question. Visiblement, le gouvernement veut une loi à l'été prochain, avec, en y mettant dedans, les réformes de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il y a une concertation qui va avoir lieu avant. Donc, grosso modo, si on arrive à atterrir entre l'été et l'automne 2018, c'est pour une entrée en application en 2019. Combien? C'est là où est le problème. Parce qu'on sait bien que, notamment sur les démissionnaires, il y a un effet d'aubaine important qui risque de se créer. Je décide de démissionner du Figaro parce que j'ai trouvé un poste, je ne sais pas, moi, aux Échos, aller chez le concurrent d'en face. J'ai dealé avec mon futur employeur d'arriver dans 3 semaines, 1 mois. Voilà. Et qu'est-ce qui m'empêche de décaler mon arrivée aux Échos en disant j'arriverai dans 3 mois et au final, pendant les 2 mois de latence, je vais me faire payer par l'assurance chômage 2 mois de salaire gratuitement. Ça, c'est le gros risque, sachant qu'il y a 1 million de démissions par an. 1,2 million. Il n'y a pas que des démissions, il y a parfois des licenciements déguisés. Il peut y avoir des licenciements déguisés, mais la plupart du temps, parce qu'il y a eu beaucoup les tribunaux ont beaucoup requalifié les ruptures conventionnelles, soit en démission, soit en licenciement, et là, avec des dommages-intérêts qui peuvent être sonnants et trébuchants pour l'employeur. La plupart du temps, parce que ce sont des ruptures qui sont homologuées par l'administration, la plupart du temps, c'est vraiment à l'amiable et c'est plutôt correct. Le problème, c'est que les coûts, peut-être très importants, on estime à minima de 3 à 5 milliards le surcoût par rapport à l'existant. Et le nerf de la guerre, c'est qui va payer? Toute la question est là. Personne ne veut payer. Les Français, en tout cas, ne veulent pas payer. Les salariés ne veulent pas payer pour des droits auxquels ils n'auront pas pour les autres. Donc la question, c'est combien et qui? Et une fois qu'on aura résolu cette question, peut-être qu'on y verra un peu plus clair. Quel talent. On l'a connu bon, Marc Landry, on l'a connu bon. Là, on l'a connu hyper performant. Efficace. Merci beaucoup, Marc. Merci. On retrouve évidemment vos papiers dans le Figaro et sur lefigaro.fr. Patrick, si vous aviez l'opportunité, là, de rencontrer le président de la République, vous lui poseriez quoi comme question? Bon, il y en a plein, mais... On parlait d'économie. Sur ces sujets, voilà, parce qu'on parlait d'économie. Moi, ça m'intéresse que tout soit mis sur la table. Et je pense que Marc doit avoir le même avis. Il y avait beaucoup de choses obsolètes. Là, si, en effet, dans un grand paquet, on pouvait avoir à la fois la formation professionnelle, l'assurance chômage, etc., tout ça rediscuter, ça serait vraiment intéressant. Non, moi c'est sur son rapport aux médias. Je suis très intéressé. Bon, il a visiblement pris complètement le contre-pied de son prédécesseur. Comme vous le savez, à ce moment-là, l'Élysée porte ouverte, tout le monde venait, on s'installait, on interrogeait le président 50, 60 fois, on faisait des livres sur lesquels il ne touchait pas de droit d'auteur, qui en général lui retombaient dans la figure. Donc tout ça, c'était pas terrible. Là, Macron, il a fermé tout. Et je pense que de temps en temps, il faudra qu'il institue un rendez-vous d'une quelconque façon avec les Français, quand même par le biais des journalistes, parce qu'on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent comme intermédiaire. Et ça le mérite. En revanche, qu'on passe par l'idée de pool, ça c'est un sujet que vous avez abordé de temps en temps, et c'est vrai que c'est important que le président de la République ne soit pas accompagné de 100 caméras, de perches, etc., qui font qu'il n'a aucune espèce de contact avec la population. Donc ça me gêne moins. C'est un peu corporatiste comme revendication. Mais il doit s'exprimer, il aura besoin de s'exprimer, et donc ça, il faut qu'il trouve la solution adéquate. À propos de président de la République, François Mitterrand, vous avez proposé un poste ministériel en 88, vous y avez renoncé à l'époque. Si Emmanuel Macron vous en proposait un aujourd'hui, vous l'accepteriez? Non, mais attendez, il n'y a pas que lui. Hein. À gauche et à droite, j'ai eu le droit à des propositions très gentilles, toujours, que je n'ai même pas commencé à explorer. Pour quelle raison? Bon, parce que je ne sais pas, notre métier, c'est l'indépendance. Vous voyez, bon, j'aurais accepté, à ce moment-là, c'était secrétaire d'État à la francophonie. Je crois qu'il a proposé la même chose à François de Closet, il faudrait le vérifier auprès de François, et c'est donc Alain Decaux qui est devenu. Mais qu'est-ce que j'aurais fait après? Moi, c'était il y a 30 ans, ça. J'aurais été un ex-secrétaire d'État. Et vous dites que d'autres présidents vous en ont proposé aussi, c'était lesquels? Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, là. Enfin, si, maintenant ça commence à dater, mais c'était du temps de Sarkozy, qui pourtant, on a eu des rapports un peu compliqués, mais
Voilà, c'était même, comment vous dire, c'était informel, vous savez, dans la conversation, tiens-toi prêt, etc. Bon, c'est des choses... Non, mais je trouve qu'on est bien quand on reste journaliste. Donc pas de regret? Oh non, 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 vraiment, non. Chacun doit être dans son couloir. Le temps file, on est à mi-parcours de l'émission, les amis. Merci Chloé pour ces explications sur l'e-sport. ES1 le 1er décembre. Marc, merci beaucoup pour toutes ces précisions. À très très bientôt. Et tout de suite, on passe au face-à-face avec Patrick Poivre d'Arvor. Jingle. Patrick, ce moment de l'émission vous est dédié à 100%, un quart d'heure rien qu'avec vous. Ça devrait vous séduire. Et c'est Fred qui ouvre le bal. On va essayer. Alors je prends ma place pour être face à vous, Patrick. Émotion. Patrick Poivre d'Arvor, je suis ému. Rému, diraient les Marseillais. Et même si Pagnol l'est Marseillais, tout le monde sait quand même que les Pagnols et Bretons, les Pagnols bretons. Bref, Patrick, tout ceci est surréaliste, mais prouve le niveau de mon excitation de recevoir une légende. Oui, on a trop peu l'occasion de rencontrer des légendes, ces personnalités dont le nom propre est devenu commun. Alors que c'est loin d'être commun de rencontrer une légende. Dans les magazines, certes, sous les photos, d'accord, dans la vraie vie, que nenni. Et vous, Patrick, non content d'avoir un nom commun pas courant, vous êtes des initiales. Ce qui est encore moins courant, voire immobile, ce qui, là, vous en conviendrez, ne fait pas avancer cette chronique. Bref, PPDA, vos initiales ont éclipsé celles de l'ORTF. Vos initiales parlent, clignotent, tintinabulent. Vous avez agité les vieux réflexes. Le désormais célèbre réflexe, le PPD bluff. Oui, à 20h, la France entière, c'était ça. Musique. Voilà. Bref, Patrick, les Français ont pour vous une admiration sans borne. C'est dire qu'ils vous suivent depuis des kilomètres d'années. Et pas simplement parce que vous étiez l'homme tronc le plus célèbre de France. Non, PPDA, ce n'est pas que la radio et la télévision. PPDA, vous êtes aussi un écrivain de dizaines d'ouvrages à succès. PPDA, le petit prince de la bibliothèque. PPDA, l'empereur de l'info. Il faudrait des heures pour raconter votre vie, vos vies. Alors, à ceux qui se posent la question, PPDA, il est comment dans la vraie vie? Eh bien, il est très sympa, il est agréable, il est cool. Patrick, vous êtes un homme affable. Patrick, votre vie est un roman. Non, une série. Non, une encyclopédie. Non, vous êtes un grand homme. Et ça, ce n'est pas une légende. Merci d'être notre invité. Bah merci tout court. Merci beaucoup, Fred. Merci. Allez, Patrick, on passe à l'interview. Fred se permettra de nous interrompre. Absolument. Pour nous transmettre les questions des internautes qui nous regardent en ce moment. Et donc, ce sera... Une question, réponse extrêmement rapide pour gagner du temps. D'accord. Patrick Poivre d'Arvor, 29 ans aux commandes des JT de France 2 d'abord, puis de TF1. C'est un record inégalé pour un journaliste. Et c'est ce qui a construit votre notoriété. Pourtant, vous pensez que c'est l'écrivain qui laissera une trace dans l'histoire et pas le journaliste. Pourquoi ? C'est-à-dire que quand on écrit des livres, ils restent. Quand on fait des journaux télévisés, par nature, ils disparaissent tout de suite. À chaque fois que je suis invité dans une émission, on me montre un seul journal télévisé. En général, c'est le dernier. Parfois, on me montre le tout premier, qui n'est pas vraiment le premier, parce que le tout premier n'a même pas été enregistré. C'était en 75, en septembre 75. Donc, voilà, c'est vous dire que tout ceci, c'est fugace, c'est naturel, c'est d'ailleurs le principe même de la télévision. Les livres peuvent rester, voilà, quelques-uns, je ne sais pas lesquels encore, mais s'ils pouvaient en rester un ou deux, ça me donnerait du bonheur. Caméléon, vous êtes journaliste, écrivain, metteur en scène d'opéra, comédien de théâtre. Vous avez le goût du défi et vous avouez que vous n'avez jamais peur de rien, même pas de la chute. D'où elle vous vient, cette force, voire cette inconscience face au danger? Alors, j'ai été obligé de m'interroger parce qu'on me posait cette question. Je pense que ça remonte à l'enfance, forcément, comme toujours. Une enfance très solitaire, très timide, très sauvage. Pas d'amis, la compagnie des livres, donc un monde que je me créais, un monde certainement un peu romanesque, certainement d'ailleurs même romancé. Et puis aussi une maladie que j'ai eue au sortir de l'enfance et juste à la préadolescence qui a fait que j'aurais pu basculer de l'autre côté. Mourir. Ne parvenir, voilà. Et donc j'ai écrit ça sous une forme romancée justement dans mon premier livre qui s'appelle Les Enfants de l'Aube. J'ai écrit, j'avais 17 ans.
Et depuis, l'impression un peu, comment vous dire, que chaque jour est un jour de sursis, sans doute. Alors je surcharge ce que je peux y mettre dans ce jour-là. Et ça dure maintenant depuis bien longtemps. Est-ce que c'est aussi pour cette raison que vous n'avez jamais mis un genou à terre, malgré les critiques, les attaques dont vous avez été victime? Vous savez, quand vous avez connu le pire du pire, pour un père, bon, c'est perdre des enfants. J'ai perdu 3 enfants et, comment vous dire, tout le reste, on étalonne, on regarde, bon, c'est normal. Quand on est assez haut placé, bon, il est naturel qu'on reçoive un peu plus de critiques que les autres. Je veux dire, j'ai accepté cette règle du jeu et tout ceci n'est pas plus grave que ça. Voilà. Il y a beaucoup plus grave dans la vie. Alors, parmi les critiques qui vous étaient faites, on vous a souvent reproché d'être un peu trop narcissique. Est-ce que vous l'êtes? Vous connaissez un seul journaliste qui ne le soit pas? Franchement, je ne crois pas, hein, mais ma réponse est plutôt non, mais c'est vrai que le simple fait de se retrouver devant une caméra de télévision, de lui parler, d'essayer de la séduire d'une certaine façon, et donc derrière elle, séduire les téléspectateurs, les gens qui sont là, oui, peut-être il y a une part de goût, de contemplation de soi-même, je ne suis pas si sûr, mais enfin bon, si les gens le pensent, ils ont le droit de le penser. Ça vous est passé aujourd'hui alors? Oh bah oui, parce que ça fait quand même déjà 10 ans que je ne présente plus le journal télévisé, donc vous savez, je suis très heureux de faire mon émission de radio tous les jours, tous les soirs, super heureux. Là, je vais vous quitter, je vais y aller, très heureux. Mais je suis aussi heureux d'inventer des défis. Vous parliez du théâtre, là j'ai fait du théâtre l'année dernière avec une pièce qui s'appelait Garde alternée. Je vais en refaire en avril prochain au Casino de Paris, une pièce qui s'appelle Patrick et ses fantômes, qui est assez ambitieuse, qui nous vient du Québec. Bon, là aussi, c'est un saut dans l'inconnu, hein, c'est compliqué. C'est aussi une mise en avant. 1600 places tous les soirs, et c'est une mise en abîme, et puis c'est une mise en danger, tout simplement, mais enfin, des petits dangers, qu'est-ce qu'on risque au pire? Franchement, faut oser, moi, je trouve. La vie, elle est tellement formidable, il y a un tel champ des possibles qu'elle vous propose qu'il faut y aller, quand on vous les propose en plus. J'impose pas, on me propose, c'est formidable. J'ai une question, Charlotte, pardon, j'ai une question d'internaute pour vous, Patrick. Georges qui demande, vous préférez un poste de chroniqueur permanent sur C8 chez Hanouna ou être correspondant permanent de TF1 en Nouvelle-Zélande? C'est Georges qui pose la question. Alors, mon fils a vécu 1 an en Nouvelle-Zélande et il m'a dit que c'était très très beau. Moi, je connais juste l'île du Nord. Ouais. Pourquoi pas? Correspondant de TF1 en Nouvelle-Zélande? Oui, correspondant... de TF1, je ne pense pas qu'ils m'accepteraient, mais enfin, parce que c'est la question je ne suis pas à leur niveau, donc sans doute qu'à je sais pas, une autre chaîne, mais avec grand plaisir. Eh ben voilà, merci pour Georges. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? L'impatience, je suis très impatient. Et je vous ai raconté que je faisais tous ces trucs, mais de temps en temps, il faudrait que je me calme un peu. Mais j'y arrive pas. Pour le reste, non, plein de choses, mais je les garde pour moi. Vous dites que vous ne craignez plus le jugement des autres. Ah non, vraiment. Assez rapidement. Ouais. Moi, je dis souvent, quand on m'invite chez des jeunes, des étudiants, etc., je leur dis osez être différent, osez être singulier. Essayez pas de ressembler à tout le monde. Et c'est pas parce que les autres fument qu'il faut fumer, c'est pas parce que les autres jouent aux jeux vidéo dont on parlait tout à l'heure qu'il faut le faire. Inventez-vous votre vie, votre singularité, et vous en trouverez beaucoup de bonheur. Lisez, vous voyez, soyez différents. Lisez le Figaro, lisez les livres. Une question de Christine, vous lisez beaucoup, combien lisez-vous de livres par semaine? Oui, je lis, là aussi, vous voyez, dans l'impatience, je lis trop vite, bien sûr. Mais comme je reçois à peu près 2 auteurs par jour pour Radio Classique et 2 par semaine pour CNews, c'est vrai que je suis obligé souvent de parcourir et d'aller très vite et d'aller à l'essentiel et parfois de rejeter des livres qui mériteraient mon attention plus longuement. Mais bon, c'est comme ça, je reconnais que je lis beaucoup et que je vais dire à votre internaute, je reçois quelque chose comme 20 à 30 livres par jour. Vous voyez, donc ça fait 150 livres par semaine. Qu'aimez-vous qu'on dise de vous? Ce qu'on veut. Alors, ce que les gens veulent, c'est leur problème. Mais voilà. le compliment qui vous touche le plus, ou qui vous a le plus touché? Celui que j'entends le plus là, depuis 10 ans, c'est « vous nous manquez, quand est-ce que vous reviendrez ?» etc. Bon, vous nous manquez, c'est sympa. Quand est-ce que je reviendrai? Non, le journal est présenté par des mains très expertes, que ce soit sur la 1 ou sur la 2 ou sur la 3. Non, chacun son temps. Vous avez le compliment généreux vous-même?
Je pense que je suis... Alors, les gens qui me connaissent bien disent que je suis plutôt bienveillant, même très bienveillant. Par exemple, un livre ne me plaît pas, je n'en parle pas. Mais je ne vais pas l'assassiner en public, je n'aimerais pas, ça me gênerait. Et par quel mot vous exprimez votre admiration ? Mon admiration, je ne sais pas. Il y a 1000 mots. Hein. Est-ce qu'il faut vous décoder ? Oui, je pense, oui. Mais ça, je garde les codes pour moi, parce que sinon, après... C'est une question ? Oui, j'ai une question. On me demande justement quel est votre livre coup de cœur cette dernière semaine. J'ai cité tout à l'heure le livre de Jean-René, qui est vraiment un livre formidable. Je l'avais fait inviter au Salon du Touquet, parce que j'y ai été l'invité d'honneur ce week-end, donc j'ai eu le plaisir de le retrouver. Mais dans cette dernière sélection, par exemple, de l'Interallié, il a battu François-Henri Désérable, qui a écrit aussi un très bon livre. Un certain Monsieur Piketty, vous savez, qui raconte une histoire inspirée de Romain Gary, qui était aussi un livre qui m'a beaucoup plu. Est-ce que vous serez un jour de retour sur TF1 ? Un poste de direction, par exemple ? Déjà, il faudrait qu'il m'invite juste une fois pour voir si je peux parler d'un livre, d'un opéra, si je peux parler des chœurs de l'armée française, de quoi que ce soit. Parce que ce boycott, depuis maintenant 10 ans, ça commence à bien faire. Vous pensez être boycotté ? Jamais j'ai été invité. Jamais, ni sur TF1, ni sur LCI. Je trouve ça dommage. Entre-temps, l'homme qui m'a viré à lui-même était viré, donc il pourrait y avoir une paix des braves. En tout cas, nous, on est ravis de vous avoir au Figaro, Patrick. Une question d'un internaute, nous l'avons, si je peux poser... Je peux juste poser une petite question à Patrick. Vous êtes chez vous quand même. Votre couleur fétiche est le mauve, et d'ailleurs le décor peut vous sembler assez intéressant. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Je sais simplement que ma fleur fétiche, c'était le chardon, avec ce mélange de mauve et de bleu, d'un bleu très, très spécial, que le chardon tel qu'on le retrouve dans les sables, notamment dans les dunes de ma Bretagne. Ouais, je ne sais pas, mais toujours est-il que j'écris à l'encre mauve. Tout à fait. Je ne peux pas m'empêcher. Et certaines de vos cravates le sont aussi de cette couleur. Voilà. Merci Patrick. Alors on a quelqu'un au téléphone, c'est Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors vous êtes en direct avec Patrick Poivre d'Arvor. Vous pouvez lui poser votre question, Bastien, c'est avec plaisir. Alors ma question, c'est la suivante. Ne trouvez-vous pas que le journalisme d'investigation tel qu'on le connaît aujourd'hui est perçu dans l'opinion publique comme étant le moyen de rendre la justice demain ? C'est une bonne question, Bastien a raison. C'est vrai que quand on regarde bien, on se dit mais pourquoi les journalistes sont obligés d'ouvrir des dossiers qui normalement devraient l'être, soit par la justice soit par les politiques eux-mêmes, etc. Et donc, parfois, ça donne l'impression d'une forme d'inquisition. On se dit, est-ce qu'ils sont dans leur rôle ? Oui, ils sont dans leur rôle. L'investigation, moi, je pense que c'est indispensable. Bon, soyons clairs, journalisme et investigation, c'est un pléonasme. Par nature, on doit aller chercher. Mais s'il y a du journalisme d'investigation aujourd'hui, c'est sans doute qu'il n'y a pas toutes les clés pour pouvoir accéder à tous les gros dossiers. Regardez ce qu'on a découvert avec les Panama Papers, avec un grand nombre de sujets qui sont quand même très choquants pour les gens, et je les comprends. Et l'affaire Weinstein, très récemment aux États-Unis. Oui. Également. Bon, là, en l'occurrence, il a fallu un ultime... Voilà. Et vous vous rendez compte, ça existait depuis si longtemps, et dans tant d'entreprises aussi, parce que, évidemment, on focalise beaucoup sur les gens connus ou repérés, mais il y a tout ce qui se passe en entreprise. Là, il y a une pleine page dans Le Monde aujourd'hui qui raconte ça. C'est impressionnant. Et des gens qui n'osent pas porter plainte parce qu'ils y perdraient leur emploi. Bastien, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez 22 ans, que vous nous appeliez de Bruxelles. De Bruxelles. Et que vous êtes étudiant en droit. Merci Bastien. Merci en tout cas. Merci beaucoup de votre appel, Bastien. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. Jingle. Et viennent de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro Santé. Bonjour Damien, et vous nous donnerez de précieux conseils. Tout à fait. Pour mieux vivre et préparer les excès des réveillons. À tout à l'heure, Damien. J'ai hâte. Mais tout de suite, on parle sport avec Laurent Louette. On est ravis de vous revoir, Laurent. Vous nous avez manqué. Ravi. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au service sport du Figaro. Le vendredi 1er décembre aura lieu le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde 2018 de football qui se déroulera
en Russie, du 14 juin au 15 juillet l'année prochaine. Seront réunis à Moscou, dans la grande salle du Kremlin, des représentants des 32 qualifiés pour connaître les groupes du premier tour de l'épreuve reine du foot. Une cérémonie retransmise dans le monde entier et présentée par l'anglais Gary Lineker, qui, je crois, était un avançant très populaire dans les années 80, accompagné de la journaliste sportive russe Maria Komandnayal devant le gratin du foot international. Pourquoi ce tirage au sort vendredi 1er décembre est-il attendu ? Parce que tout simplement, c'est le coup d'envoi du Mondial 2018, en réalité. La phase préliminaire de qualification est terminée depuis quelques semaines. On connaît les 32 équipes qui sont qualifiées. Et puis là, on se retrouve en Russie, derrière la place rouge, dans l'ancien grand palais des congrès du Parti communiste. Le gratin du foot international sera là. Et puis on va tirer les boules, vous savez, les boules chaudes, les boules froides, pour définir les 8 groupes de 4 équipes qui vont répartir les 32 qualifiés pour le premier tour de la phase finale. Que sait-on déjà sur ce mondial 2018, Laurent là, en quoi sera-t-il différent des précédents surtout ? Alors déjà, ce sera le mondial des économies. Mais oui, en sport, ça peut exister. Pourquoi ? Parce qu'en 2014, à Sochi, Vladimir Poutine et la Russie ont explosé les compteurs des Jeux Olympiques. Plus de 50 milliards de dollars de coûts. Sochi ont été les Jeux Olympiques été et hiver les plus riches, les plus chers de l'histoire. Et donc, les instances dirigeantes du sport mondial ont pointé Poutine depuis quelques années maintenant en lui disant attention, sur la Coupe du Monde de la FIFA, le football, il va falloir faire des efforts. Et donc, après un mondial aux alentours de 8 milliards de dollars au Brésil, il y a 4 ans, eh bien, on prévoit un budget autour de 21 milliards de dollars. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, mais moins que le mondial en 2022 qui aura lieu au Qatar, pour lequel le budget est annoncé à plus de 120 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qui justifie des sommes pareilles ? La construction des stades. En Russie, Poutine a dû faire face à des stades un peu désuets et il a fallu qu'il reconstruise 7 des 12 stades qui accueilleront la compétition. Alors, on va avoir ce tirage au sort la semaine prochaine. Et on espère, nous, Français... où on va ? Bien lotis. On espère, nous, Français... On va être un peu protégés, quand même. Alors, on est dans le chapeau numéro 1, effectivement. Il faut savoir que les 32 équipes sont réparties en 4 chapeaux, selon le classement de la Fédération internationale. Et l'équipe de France, étant 7e au mois d'octobre, figure dans le chapeau numéro 1. Alors, elle est protégée, en effet. Elle évitera des équipes favorites comme l'Allemagne ou le Brésil au premier tour. Mais je me suis amusé, on s'est amusé, les observateurs s'amusent à effectuer des tirages, jouer les voyantes. Des simulations, jouer les voyantes. Et finalement, si on avait un tirage favorable, on pourrait avoir dans notre groupe, avec la France donc au premier tour, le Pérou, dernier qualifié en Âme Sud. C'est bien joli. Craps, l'Iran et puis le Panama. Le Panama, ce petit pays d'Amérique centrale qui jouera sa première Coupe du Monde. Si on avait un tirage un peu moins favorable au premier tour, on pourrait tomber par exemple avec l'Espagne, qui truste quasiment tous les grands titres internationaux depuis une quinzaine d'années, avec le Costa Rica, le Nigeria, qui est un épouvantail, une équipe très forte qualifiée dans la Confédération africaine, ou encore au premier tour l'Angleterre, la Suède, qui nous a battus là-bas en Suède en phase de qualification. Et puis la Corée du Sud, qui, on ne l'imagine pas, mais va jouer sa 10e Coupe du Monde. Ça, c'est bien, puisque c'est un pays asiatique. Demi-finaliste à un moment donné. Exactement, qui a été demi-finaliste. En tout cas, on ne tombera pas sur l'îtalie, ça, on est sûr. Oui. Malheureusement, l'Italie. Alors là, c'est pas joli, c'est se moquer un peu quand même. Patrick, là, c'est se moquer. On les salue, on est triste pour eux. Ils ne sont pas qualifiés pour Si vous permettez, les amis, j'ai une question pour Patrick Poivre. On y va. Allez-y. Est-ce que vous vous souvenez, Patrick, où vous étiez le 12 juillet 1998. On fêtera l'année prochaine les 20 ans. J'étais au Stade de France. Voilà. J'étais au Stade de France et c'est vrai que ça reste un souvenir magique pour moi. J'étais avec mon fils, et mon dernier fils et mon frère et j'étais tellement heureux. J'étais vraiment heureux. Et les Français étaient tous heureux. Et c'est d'ailleurs là que les Françaises ont commencé à se mettre à adorer le football. Et il y en a de plus en plus qui regardent le foot. Et le foot féminin, d'ailleurs au passage, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est réussi. Alors la semaine prochaine, on pourra suivre le tirage au sort du Mondial 2018 à la télévision, oui, sur TMC, puisque comme vous le savez, ce sont les chaînes TF1 et beIN Sport qui ont acquis les droits de diffusion en juin prochain. Et donc le tirage au sort a lieu sur la petite sœur, en fait, de la grande généraliste qui est TF1. Donc sur TMC en direct, et puis évidemment sur lefigaro.fr. Évidemment. Merci beaucoup Laurent. On vous retrouve évidemment sur lefigaro.fr, Sport 24 et Le Figaro, bien entendu. Oui. Patrick, on connaît votre intérêt pour la pratique du jogging, du tennis, du vélo. Est-ce que vous avez toujours ce rituel jogging-bain, même en hiver ?
Oui, là, je vous parlais du Touquet le week-end dernier. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire mon jogging. Bon, ça c'est naturel, je le fais tous les matins, mais de me baigner dans la mer du Nord. Dans l'eau froide, quand même. Un peu glacée, quoi. Mais voilà, je ne suis pas resté longtemps. Mais vous le faites. Mais je le fais, oui. Ça entretient. J'aime ça. Maintenant, on Oula, change de c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël. On va manger comme 10, on va avoir mauvaise mine en 2018. Mais non. Alors, non, Charlotte, parce que nous avons demandé au docteur Damien Mascret de nous rejoindre. Damien, s'il vous plaît, dites-nous, vous qui êtes le spécialiste sentier du Figaro, nous aider à passer les fêtes sans trop culpabiliser. Voilà, alors la première chose pendant les fêtes, c'est que vous allez prendre du poids. Pas tout le monde, hein, mais quand même, les 3/4 de la prise de poids annuelle, ça se passe pendant les fêtes. Donc tous les ans, on perd 1 kilo, on prend 1 ou 2 kilos. En moyenne, pour tout le monde, c'est pareil. Mais pendant les fêtes, c'est là qu'on fait les erreurs. Et les erreurs, eh bien, ça commence par quoi? Ça commence pas seulement par manger beaucoup, ça commence par être inactif. Si vous êtes au repos, si vous ne faites plus rien, eh bien, vous stimulez votre appétit et donc la prise de nourriture derrière. Donc l'inactivité, c'est vraiment un facteur déterminant. Il y a autre chose qui stimule dans le cerveau la zone de la faim, la zone de l'appétence, c'est l'alcool. Et ça, on sait aussi que pendant les fêtes, on a tendance à boire pas mal d'alcool. Eh bien, même s'il y a des sensibilités individuelles et des gens qui, quand ils boivent, ne mangent pas, globalement, on considère que l'alcool stimule là aussi la faim. Et donc, bien sûr, il ne faut pas passer des heures devant la télé. Avec les jeux vidéo, on l'a dit, on peut aller un peu devant la télé, mais pas trop, parce que si on est inactif, eh bien, ce qu'on va manger ne va pas être bien oxydé, bien assimilé, et c'est mauvais pour l'organisme. Je ne vais pas faire ma rabat-joie, mais il y a quand même un point beaucoup plus grave que la prise de kilos, c'est la crise cardiaque du réveillon et du Nouvel An. Exactement. Figurez-vous que les Américains ont repris 53 millions de certificats de décès de causes cardiaques et ils se sont aperçus, alors il y a une courbe, ça augmente en hiver évidemment, puis ça redescend, mais quand ils ont fait ça, ils se sont aperçus qu'il y avait 3 pics. Trois pics, figurez-vous. Il y en a un le 25 décembre, le 26 décembre et le 1er janvier. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est le moment exactement des fêtes, c'est le moment des excès, c'est le moment où si on a un cœur un peu fragile et qu'on va faire des entorses et manger trop de sel par exemple, eh bien on va décompenser son insuffisance cardiaque. C'est le moment où si on a des troubles du rythme, comme souvent après 60-70 ans, des troubles du rythme cardiaque, eh bien l'alcool provoque là aussi, accélère, accentue les risques cardiaques, donc ça arrive aussi à ce moment-là. Puis un troisième paramètre qu'on oublie souvent, c'est le stress émotionnel. C'est vrai qu'au moment des fêtes, on peut très bien s'engueuler le 25 décembre, avant le réveillon, pendant la préparation, demander à votre mère ou votre père si vous avez la chance de les avoir encore, et vous voyez bien que ce n'est pas le jour où il faut aller discuter tranquillement au coin du feu, il y a autre chose à faire. Donc il y a un stress très intense, et c'est pour ça qu'il faut alors, bien sûr, ne pas aborder les sujets sensibles, on ne parle pas de politique à Noël, enfin ça dépend des familles, mais dans la mienne, non, en tout cas on ne parle pas de politique à Noël, on n'aborde pas des sujets stressants, parce que le stress des fêtes est déjà très intense, et ça, on sait que ça peut aussi provoquer, favoriser les troubles du rythme, donc il faut l'éviter, en particulier le 25, le 26 et le 1er janvier. Avant de nous quitter, je ne dis pas ça. Vous seriez un petit conseil pour la route quand même? Alors oui, des conseils pour la route. D'abord, il va falloir faire très attention au volant, parce qu'effectivement, c'est une période aussi où on a tendance à amputer un petit peu la quantité de sommeil. Paradoxalement, on est en vacances, mais on dort moins, parce qu'on se dit qu'on récupérera le lendemain. Eh bien, si on prend toutes les fêtes, on s'aperçoit que les gens dorment moins. Et ça, on sait que, eh bien, comme on dit toujours, conduire fatigué, c'est comme conduire bourré. Si vous êtes fatigué, c'est l'équivalent au niveau performance d'avoir 0,8 g, 1 g, 1,5 g. Donc ça peut avoir des effets catastrophiques. Surtout que souvent, on associe des boissons énergisantes ou on se bourre de caféine, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte de l'effet de la fatigue tout de suite, mais au volant, vous savez très bien que quand on s'endort, c'est on-off. Une seconde avant, vous êtes éveillé, la seconde d'après, vous êtes endormi. C'est un vieux mécanisme de notre cerveau qui est très efficace, mais malheureusement, quand ça arrive au volant, eh bien, l'accident peut être fatal. Donc il faut vraiment être très prudent quand on est fatigué, on ne prend pas le volant. Ça veut dire dormir un petit peu avant, éventuellement faire une sieste, mais là aussi, ce n'est pas seulement la veille. La semaine qui précède, il faut impérativement avoir des bonnes quantités de sommeil si vous savez que vous allez prendre la route, que vous allez prendre le volant tard le matin, ou tôt le matin. En préparant cette émission, vous nous aviez dit aussi, et ça c'est intéressant, que c'était important de rester optimiste au moment des fêtes. Oui, ça c'est une étude américaine aussi sur 50 000 personnes âgées de plus de 45 ans qui a été intéressante parce qu'on a voulu voir quels étaient après tout les facteurs qui provoquaient le plus la mortalité, qui faisaient mourir les gens en gros. Alors bien sûr, cholestérol, tabac, obésité, tout ça c'est très classique, mais les scientifiques avaient eu l'idée d'ajouter le paramètre optimiste. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous avez tendance à voir le bon côté des choses? Est-ce que vous avez tendance à vous dire que même si ça va mal, ça va s'arranger? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes pessimiste en vous disant ça tombe toujours sur moi, ça va aller de pire en pire, etc. Eh bien on s'aperçoit que ça, c'est un facteur protecteur cardiovasculaire si vous êtes optimiste et au contraire défavorable si vous êtes pessimiste et même
dans une autre étude, si vous êtes cynique, abandonnez le cynisme, soyez gentil. Tout à l'heure, Patrick Poivre l'a dit, on ne parle pas des livres qui ne sont pas bien, on parle des livres qui sont bien, des bonnes nouvelles, et on vivra plus vieux. Merci beaucoup, Damien Masclin. On se sent toujours bien mieux après vous avoir écouté. Merci, Patrick Poivre d'Arvor, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Notre émission touche à sa fin. Je rappelle que vous serez donc sur la scène du Palais des Congrès samedi 27 janvier 2018 pour la présentation d'un show exceptionnel. Musique et chœur de l'armée française, garde républicaine, légion étrangère, Bagad Lanbiwe, 150 musiciens et choristes sur la scène, réunis en habits d'apparat pour plus de 2 heures de spectacle grandiose. Oui, avant une tournée évidemment dans toute la France jusqu'en avril 2018 qui passera par Lille, Amneville, Lyon, Strasbourg, Brest et bien d'autres villes encore. Les informations, les réservations, c'est dans les points de vente habituels. Et puis il y a le CD évidemment des musiques de ce spectacle qui est sorti chez Universal. Et puis Patrick, on rappelle quand même à tout le monde qu'on peut vous écouter tous les soirs sur Radio Classique dans l'invité culture de 19h à 20h. On vous retrouve à la télévision sur CNews dans Vivre les livres les vendredis à 18h et toujours dans la collection Une maison, un artiste sur France 5. Et puis toujours les livres, on rappelle, Écrivain maudit, édité chez Philippe Ray et Les héros des mers, écrit avec votre frère Olivier, édité Place des Victoires. Les cadeaux. Avant qu'on ne se quitte, Patrick, les cadeaux deux petits cadeaux. D'abord, le nouveau hors-série cuisine de Madame Figaro, spéciale fête. Tout le monde se l'arrache. Miam. Personne ne l'a. Il est superbe. J'aime beaucoup. Même Fred ne l'a pas eu. Oui, il l'a pas eu, il est gourmand pourtant. Hein. Et puis également, 100 expressions savoureuses à partager entre petits et grands. Ah oui, très beau livre, nouvelle formidable. Série, c'est Jean-Loup Chifflet qui a écrit et des expressions dans mon émission. C'est assez illustré par Caroline Gaujour. Caroline Gaujour qui a fait l'illustration, c'est magnifique. La semaine prochaine, à votre place, nous recevrons Patrick, l'animateur d'Énergie, Guillaume Play. Alors si vous voulez lui laisser un petit mot, lui poser une question, vous connaissez mieux que nous, la caméra elle est face à vous. Alors bonjour cher Guillaume, que je ne connais pas, mais je vous souhaite plein de bonheur dans la vie. On m'a dit que vous étiez leader de votre tranche. Un statut que j'ai connu un peu, voilà, simplement, voilà, il faut peut-être juste un peu imaginer ce qui peut se passer derrière. C'est tout, c'est pas une question, c'est un conseil, voilà, et donc toujours avoir le coup d'après, si c'est possible. Mais je vous souhaite beaucoup de bonheur sur Énergie. Merci Patrick. Merci beaucoup Patrick, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Laurent, merci Damien. Laurent, merci Damien pour à tout très bientôt. En pleine forme. Charlotte, merci. Eh bien, à la semaine prochaine. Merci même de nous avoir même suivis. émission. Ciao à tous.